Bonjour à tous, ici Julien pour la chaîne des 100 livres en 2018. Alors je rappelle le concept de la chaîne, on lit 100 livres en 2018 pour apprendre des choses sur la communication, le développement personnel, la gestion financière, ce genre de choses. Et aujourd'hui du coup on est en train de voir en ce moment plusieurs séries de livres et notamment un sur le sens du bonheur en fait tel qu'il a été décrit par plusieurs auteurs intéressants. Et aujourd'hui, je vais vous proposer le résumé d'un livre particulièrement intéressant. Il s'agit donc de ce livre ici, c'est donc Donner un sens à sa vie avec la logothérapie par Viktor Frankl. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce livre? Ce livre est considéré par certains journaux, du coup je ne me rappelle plus exactement lequel, comme l'un des livres qui a été le plus influent du XXe siècle, car il a été écrit par un ancien psychiatre juif qui avait été emprisonné pendant la Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration nazis, à Auschwitz notamment. Et donc ce psychiatre-là a pu remarquer tout plein de choses qui se sont passées dans la tête des prisonniers dans ces camps, et il a fait un review du coup dans son livre, et ce livre en fait est en deuxième partie, il est en deux parties pardon. Une partie qui est vraiment décrit la description de la vie dans les camps et comment se comportaient les gens dans les camps, et la deuxième partie du livre sur la logothérapie qui est donc une thérapie qu'il a développée après du coup son expérience dans les camps de concentration et qui se base sur la découverte de son sens, du sens de sa propre vie, et il nous donne les recettes dans ce livre-là pour découvrir notre propre sens de la vie personnelle. Donc je vais vous faire résumer de tout ça. C'est en tout cas pour vous dire là maintenant un super bouquin. Je comprends complètement pourquoi est-ce qu'il a été considéré comme l'un des plus influents du XXe siècle, parce que vraiment il est super bien construit, il y a une logique vraiment de A à Z là-dessus qui est assez impressionnante, vraiment ça... génial, vraiment je ne peux que vous encourager à le lire. Donc, dans la première partie du coup, il récite comment lui il a vécu en fait les camps de concentration. Au départ, il dit du coup qu'il s'était fait enfermer dans un wagon, il savait pas où est-ce qu'il allait, dans quelle direction, et il s'était fait interner dans un premier camp, je me rappelle plus où exactement, mais en gros, si, il est allé à Auschwitz je crois en premier lieu, et les nazis, les SS qui tenaient le camp, sélectionnaient ceux qui étaient trop faibles, ou les femmes, ou les handicapés mentaux, ils les faisaient gazer directement, et ceux qui étaient suffisamment forts pour être travaillés comme esclaves, du coup, ils les gardaient, quoi, pour travailler comme esclaves. Et donc lui, Viktor Frankl, il a travaillé sur la construction de voies de chemin de fer, notamment, et... donc vous imaginez bien les camps de concentration, c'était pas le Club Med, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas pour rien qu'on appelle ça les heures les plus sombres de notre histoire. Alors comment il décrivait les camps? Il décrivait les camps déjà comme étant, bon je vais pas revenir là-dessus, tout le monde a vu les images, avec tous les lits entassés les uns sur les autres, ou les gens très squelettiques, voilà, je vais pas vous repasser ces images là, je vais plutôt me concentrer sur ce que il décrit de l'attitude des gens. C'est-à-dire que en fait, pour survivre dans les camps de concentration, il fallait être suffisamment fort pour pouvoir travailler, et aussi user de ruses ou de tactiques en fait pour pouvoir survivre. Par exemple, et c'était des numéros, les gens, ils n'avaient pas plus d'identité, et donc ils avaient sur une liste, les SS, les numéros de gens qui devaient aller dans les convois pour se faire aller dans les chambres à gaz. Et donc pour sauver leur peau, il y avait certains condamnés qui du coup échangeaient leurs numéros de gré, de force ou par ruse avec d'autres prisonniers, et donc c'était eux qui partaient à leur place. Il y avait énormément aussi de langues différentes aussi qui étaient parlées, donc ils se comprenaient pas forcément entre eux, les prisonniers. Donc c'était très très rude apparemment. Et en fait, il avait voulu tester du coup plusieurs choses qu'il connaissait, puisque c'est un psychiatre. Il a eu les bases, il a fait des études de psychologie, et notamment il y a une comment on appelle ça, une hypothèse freudienne
qui dit que Freud dit que soumis à une faim extrême, en fait, lorsque les gens sont en famine ou qu'ils n'ont plus rien à manger, au bout d'un moment, même s'ils sont issus de classes sociales très différentes ou qu'ils ont eu des études très différentes ou ce genre de choses, qu'ils ont vécu très différemment, lorsque les gens sont amenés à avoir une faim extrême, ils agissent tous de la même façon, c'est-à-dire avoir de la bouffe et être focalisés là-dessus et ne plus penser que à ça. Donc ça, c'est l'hypothèse freudienne. Et lui, du coup, dans les camps de concentration, il a pu observer si effectivement c'était le cas, et d'après lui, non. En fait, ce que Viktor Frankl a observé dans les camps de concentration, c'est que effectivement c'était complètement différent, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre tout le monde sur le même palier et que tout le monde ait la même attitude, en fait, les gens, dans les situations extrêmes comme ça, ont tendance à exacerber leurs différences. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui, dans les camps, effectivement, n'hésitaient pas à aller voler les rations des autres ou échanger échanger de la soupe contre des cigarettes, ce genre de choses. Et il y en a d'autres qui, au contraire, étaient complètement bénévoles et malgré l'atrocité des camps, aller de baraquement en baraquement pour aller juste consoler et parler aux gens, histoire d'essayer de leur remonter le moral, alors qu'ils n'avaient pas le droit d'aller de baraquement en baraquement, apparemment. Donc ils risquaient vraiment, c'est des gens qui risquaient leur vie pour aller juste consoler les autres. Et il y en a qui faisaient ça, il y en a qui partageaient leur nourriture, alors qu'ils n'en avaient pas assez pour eux-mêmes, il y en a qui au contraire étaient devenus de vraies bêtes, en fait, il y en a d'autres qui étaient extrêmement altruistes, et donc, il a remarqué que ça avait tendance, la faim extrême avait tendance à exacerber et à faire ressortir, en fait, le comportement que les gens avaient au fond d'eux. Les valeurs propres des gens ressortaient au moment où ils avaient vraiment faim, où ils étaient dans des situations extrêmes comme ça. Et donc, voilà, la psychologie freudienne, du coup, ne marchait pas là, dans ces cas-là. Et il explique vraiment l'étape en fait des prisonniers en 3 phases. La première phase, c'est la phase où ils découvrent, quand un prisonnier découvre les camps de concentration et le niveau de vie qu'il y a là-dedans, il est horrifié. Il y a vraiment toute une phase d'horreur et de découverte de ça qui le traumatise. Beaucoup, 90% apparemment de ce qu'il dit de prisonniers meurent dans cette phase-là. Après, il y a la deuxième phase pour les survivants, ceux qui donc ont été sélectionnés pour aller travailler comme esclaves. Eh bien, ils faisaient, il y avait si je me rappelle bien, une phase psychologique de l'indifférence, c'est-à-dire que ces gens-là devenaient complètement indifférents au sort des autres, à leur propre sort et au monde tel qu'il les entoure normalement. Il y avait des gens qui mouraient tous les jours dans leur baraquement, il y avait des atrocités qui étaient commises par des gardiens SS particulièrement sadiques aussi, par exemple. Et comment faire pour psychologiquement survivre là-dedans, c'est en étant complètement indifférent à tout ça, en bloquant nos émotions finalement, et en ne ressentant plus du tout l'horreur. Pour ne plus ressentir l'horreur, ils se la bloquent dans leur tête en fait. Et après, il y a eu une troisième phase du coup, qui est la phase de libération. Et c'est là qu'il a expliqué un truc assez paradoxal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les prisonniers ont été libérés, et c'est des prisonniers qui avaient pour certains été enfermés pendant plusieurs années dans les camps de travail, et donc d'un seul coup il y a les Américains qui sont arrivés et qui les ont libérés, et d'un seul coup en fait, du jour au lendemain, la vie des prisonniers était redevenue libre. Sauf que psychologiquement, comment ça s'est passé pour eux, ça a été très particulier à voir, et ça a été comme si c'était pas vrai en fait, c'était très nébuleux. Au début ils y croyaient pas, ils avaient beaucoup de mal à y croire, ils voyaient que c'était le cas, mais par exemple dans une passage du bouquin qui dit quand les prisonniers sont revenus au baraquement pour prendre leurs affaires, il y en a un qui a demandé à un autre, mais t'as ressenti de la joie toi? Et l'autre lui a répondu bah non, parce qu'ils étaient complètement encore conditionnés par la vie dans les camps de travail en fait, et ils ont eu énormément de mal après la libération pour s'en remettre de ces camps-là, ce qui peut se comprendre. Bon, et le truc en fait, c'est qu'il décrit Viktor Frankl que c'était la même chose aussi pour les gardiens, c'est-à-dire qu'il y avait une petite proportion des gardiens SS qui étaient de véritables sadiques au sens clinique du terme, tel qu'il l'écrit dans le livre.
et qui donc avait énormément de plaisir à torturer les prisonniers et les juifs. Et en fait, la majorité des gardiens, tel qu'il le dit, étaient comme les prisonniers, c'est-à-dire qu'au début l'horreur c'était trop pour eux, et donc ils sont devenus complètement indifférents. Ils se sont bloqués psychologiquement, ils sont devenus complètement indifférents à l'horreur des camps. Et en fait, il disait qu'il n'y avait pas trop de différence dans la psychologie des gardiens et des prisonniers. Enfin, du moins à ce niveau-là, hein, parce qu'évidemment le niveau de vie était complètement différent. Et il y a aussi une petite proportion des gardiens qui étaient bons, c'est-à-dire qu'il y a eu certains directeurs, notamment le directeur dont il parlait, qui était le directeur de son camp, il a été à Auschwitz et après il a été dans un autre camp de travail, là où il n'y avait pas de chambre à gaz, et il expliquait que le directeur du camp a été caché par les juifs qui étaient prisonniers, parce que c'était un directeur qui était connu pour sa bonté envers les juifs, justement. Lui, apparemment, il aimait pas son travail et il était vraiment altruiste, en fait. Et à tel point que lorsque les Américains sont arrivés, il y a les juifs, donc les prisonniers, qui ont caché le directeur du camp en allant voir le général américain, lui demandant, ou le gradé américain, lui demandant, non, on vous dit où est-ce qu'il est, le directeur en question, si vous nous promettez de pas lui faire de mal. C'est-à-dire que ça en arrivait à ce point-là, quoi. C'est le seul endroit du livre d'ailleurs qui m'a fait pleurer quand même. Hein. Je dois bien l'avouer, oui, j'ai lancé ma petite larme. Et parce que ouais, il y a certaines personnes du coup parmi les SS qui étaient de vraies bonnes personnes. La majorité était indifférent et il y en avait une petite proportion qui était complètement sadique. Et c'était la même chose parmi les prisonniers, même s'ils n'avaient pas du tout le même traitement évidemment, mais psychologiquement, à ce niveau-là, c'était à peu près le même comportement qu'il observait. Il y avait un autre truc aussi, c'était les capots. C'est-à-dire qu'il y avait certains juifs qui étaient recrutés par les SS en tant que surveillants, en fait. Et Viktor Frankl dit que c'était ces juifs-là qui étaient embauchés par les nazis pour surveiller les autres juifs qui étaient les pires. Même le plus gros, même le SS le plus sadique était moins sadique que les capots, en fait. Et c'est ça qu'ils expliquaient, c'est que voilà, les capots étaient les pires en fait. Finalement, c'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Et donc, il a dans la deuxième partie du livre expliquer du coup qu'est-ce qui fait tenir quelqu'un dans les camps, parce qu'il y a un taux de mortalité énorme évidemment. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certains prisonniers qui sont là depuis des années et ont réussi à survivre plusieurs années dans les camps de travail, et d'autres qui sont morts au bout d'une semaine? Eh bien en fait, c'est pas la condition physique, c'est pas la condition de santé initiale en fait qui est vraiment précurseur, c'est la psychologie, comment est-ce qu'on le vit intérieurement dans sa tête. Et surtout, il révèle deux choses, c'est-à-dire que ceux qui réussissaient le mieux à s'en sortir étaient ceux qui avaient une croyance particulière dans une religion ou qui étaient particulièrement fervents, qui avaient la foi. Et il y avait deuxième groupe de gens qui réussissaient à s'en sortir aussi, c'était ceux qui avaient des projets à terminer après la libération, ceux qui avaient des vraies envies, des vrais projets à finir une fois qu'ils auraient été libérés. Et donc il y avait un sens à leur vie en fait. Les gens qui réussissaient le mieux à survivre dans les camps étaient ceux qui avaient un sens à leur vie, qui voulaient faire quelque chose. Et ça a joué, ça a été complètement déterminant d'après lui, en disant que vraiment c'est ça le but en fait. Il a développé toute une théorie après, lorsqu'il est sorti, lorsqu'il a été libéré en fait du camp, il a développé toute une théorie autour de ça, une nouvelle théorie de la psychothérapie, en disant que c'est le fait de trouver un sens à sa vie qui permet de résister aux plus grandes souffrances, et aussi d'être le mieux en bonne santé. Il expliquait par là que le système immunitaire des gens est
scientifiquement prouvé, hein, c'est ce que je vous dis là, c'est scientifiquement prouvé, le système immunitaire des gens est dopé lorsque la personne en question a un projet de vie, a un sens à sa vie qui est très fort en fait, et qui le prend complètement. Parce que la personne ne s'autorise pas à être en mauvaise santé tant qu'ils n'ont pas fini leur objectif, tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Et donc ça joue directement sur notre état de santé, et c'est pour ça c'est l'une des raisons pour lesquelles il a notamment lui réussi à survivre. Parce que lui, il voulait publier son livre à la base. Il avait caché son manuscrit d'un livre qu'il voulait publier avant d'entrer dans les camps. Donc il essayait d'aller dans les camps tout en conservant son livre avec lui, son manuscrit de livre. Il n'a pas réussi parce qu'il avait filé à un ami à lui pour éviter que lui soit fouillé avec le livre sur lui. Le problème, c'est que cet ami-là en question est allé dans les chambres à gaz, donc il a perdu son bouquin, et on peut comprendre son état psychologique après ça. Et donc, il a construit une thérapie une thérapie psychologique sur le fait de trouver un sens à sa vie. Et donc, il fait la réflexion que beaucoup de maladies dans notre vie de tous les jours, en dehors des camps évidemment, hein, dans notre vie à nous comme dans nos sociétés actuelles par exemple, en fait, il y a beaucoup de maladies ou des névroses qui apparaissent par le fait d'un manque de sens à notre vie. Par exemple, il cite la dépression, la toxicomanie ou l'agressivité comme des maladies qui n'existeraient pas si on avait vraiment un sens très fort dans notre vie, si on savait exactement ce qu'on voulait faire de notre vie. Et donc il a fait toute une théorie psychanalytique comme ça, pas psychanalytique mais psychothérapique, je sais pas si psychothérapeutique, bon, un mot comme ça. Et donc il a exercé son métier après de psychiatre après la fin des camps, et donc il a eu beaucoup de clients qui venaient le voir pour venir faire une logothérapie telle qu'il l'appelle, et donc il expliquait plusieurs exemples comme ça de gens qui avaient suivi cette thérapie-là dans son livre. Et il fait un peu la différence entre la psychanalyse et la logothérapie, c'est-à-dire que la psychanalyse, c'est le fait de satisfaire le client et donc d'aider le patient à retrouver une vie normale, alors que la logothérapie, c'est pas je vais t'aider à retrouver une vie normale, non, c'est je vais t'aider à trouver un sens à ta vie qui va te donner la motivation en fait de vivre. Et donc, il appelle le fait de manquer de sens dans notre vie un vide existentiel, c'est comme ça qu'il appelle ça. Et il appelle un vide existentiel... un vide existentiel, c'est quand on manque de sens dans notre vie, et ça, c'est dû, d'après lui, au fait que dans le XXe siècle, les traditions, les religions et l'agriculture, c'est tellement... Enfin, l'agriculture s'est automatisée, donc du coup, il n'y a eu plus besoin de travailler dans les champs. Et il y a eu du coup une baisse de la tradition et de la religion qui a fait que les gens ont eu énormément de liberté d'un seul coup. La tradition et la religion donnaient un cadre de vie aux gens, et l'agriculture, la majorité des gens étaient agriculteurs avant l'automatisation. Donc, d'un seul coup, en fait, au XXe siècle, les gens ont eu énormément de temps libre dont ils ne savaient plus quoi faire, en fait. Du moins avant l'arrivée de la télévision, d'internet et tout ça, parce que le livre a été écrit en 1984, hein, donc il faudra prendre ça en compte aussi. Donc, voilà, donc un énorme ennui dû à ce vide existentiel-là. Et donc, il propose tout un petit programme pour trouver son propre sens de sa vie, le propre sens à sa vie, et il dit notamment que le sens de notre vie est forcément individuel. Il n'y a pas de grand sens de la vie de manière globale qui serait commun à tout le monde. En fait, non. Il y a des sens dans notre vie qui sont nécessaires à trouver chacun d'entre nous. Et là, le deuxième
La deuxième chose qu'il dit, et qui est relative à la première, c'est qu'il faut, par le fait, être responsable de sa vie. Vraiment, ne pas laisser sa vie être dirigée par la religion, la tradition, sauf si on l'a choisi, mais ou soit par quelqu'un d'autre, ou par une société en particulier. Il faut vraiment prendre la responsabilité de sa propre vie, et la responsabilité de trouver notre propre sens de notre vie, en fait. Et donc il donne 3 façons de trouver le sens à notre vie. Déjà, la première façon, c'est de le trouver au travers d'une bonne œuvre ou d'une bonne action à réaliser. Voilà, donc ça, la protection des pauvres ou des malnutris, enfin voilà, faire une bonne action, une bonne œuvre en tout cas. La deuxième façon de trouver un sens à sa vie d'après Viktor Frankl, c'est de faire des expériences de quelque chose ou de quelqu'un qui nous transcende en quelque sorte. Vraiment faire l'expérience du grand amour, l'expérience de quelque chose qui nous stimule particulièrement, qui nous plaît énormément. Ça peut être un hobby, du sport ou quelque chose comme ça. Et le fait de vouloir avoir un projet à atteindre vis-à-vis de ces choses-là. La troisième chose, c'est d'avoir une attitude envers une souffrance inévitable. Parce qu'il dit, notamment dans les camps de concentration, le fait de justifier, de donner un sens aux souffrances que les nazis leur font subir, fait qu'ils arrivent à survivre dans les camps. Donc il explique comme ça par exemple un vieux monsieur, un ancien docteur qui était venu le voir en consultation et qui était dépressif depuis 2 ans après la mort de sa femme. Bon, et Viktor Frankl lui a dit ok, et vous êtes très malheureux à cause de la mort de votre femme, mais si c'était votre femme qui était morte à votre place, eh bien, qu'est-ce qui se serait passé pour elle? Et le vieillard lui a dit, elle serait complètement bouleversée, elle n'en pourrait plus, et ce serait une tristesse absolue pour elle. Et donc Viktor Frankl là-dessus lui a dit, eh bien voilà, votre souffrance à vous a permis d'éviter qu'elle souffre. En fait, si vous étiez mort en premier, elle aurait souffert ce que vous êtes en train de dire, et donc le fait qu'elle soit partie en premier fait qu'elle n'aura plus à souffrir, et que c'est grâce à vous en fait qu'elle ne souffre pas. D'après ce qu'il raconte dans le livre, le vieux docteur en question était resté complètement muet après ça, lui a serré la main et est parti de son cabinet. Mais on voit que voilà, c'est le fait de donner du sens à une souffrance inévitable qui permet de sortir en fait de notre névrose, de notre dépression, de ce genre de choses. Donc voilà, il donne aussi du coup une autre technique qui est une technique qui permet de traiter les peurs notamment, qui permet de traiter ce qu'il parle comme... En fait, il y a certaines peurs qui créent le problème en question. Le fait d'avoir peur d'une situation fait qu'on va créer cette situation-là à cause de la peur en question. Alors que si on n'avait pas peur, la situation en question ne se présenterait pas. Ça, c'est par exemple le cas de l'insomnie. C'est-à-dire que les gens qui sont insomniaques, d'après Viktor Frankl, du coup... sont insomniaques parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir dormir. Ils ont peur de ne pas pouvoir dormir et c'est ça qui les réveille. Alors que s'ils n'avaient pas peur de ne pas pouvoir dormir, du coup, ils dormiraient comme des loirs. C'est exactement la même chose avec le syndrome de la page blanche pour les écrivains par exemple. C'était un écrivain qui était venu le voir en consultation justement où il expliquait ça. C'est que pour casser sa peur, en fait, il faut vouloir faire l'inverse. C'est ça le truc. Par exemple, lorsqu'il avait vu cette fameuse écrivain-là qui avait le syndrome de la page blanche, il disait vous avez qu'à vouloir faire plein de gribouillis, d'écrire des choses qui ont ni queue ni tête, faire vraiment n'importe quoi en fait. Et le fait est que l'écrivain en question, lorsqu'il a essayé de faire des gribouillis, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas, et par contre, ça a débloqué son syndrome de la page blanche. Voilà, donc c'est comme ça. Il a dit qu'il avait du coup traité des femmes qui voulaient atteindre l'orgasme et qui n'y arrivaient pas, l'insomnie, les syndromes de la page blanche, qui psychologiquement recèlent de la même psychologie, de la même mécanique psychologique en fait, qui est le fait d'avoir peur de ne pas atteindre quelque chose, et c'est la peur elle-même qui permet de ne pas atteindre le sommeil, l'orgasme ou le syndrome de la page blanche.
Voilà. Donc, j'en ai fini avec le résumé de ce super livre de Viktor Frankl. Il y a 2-3 trucs dont j'ai pas parlé. Donc voilà, si jamais vous avez envie, n'hésitez pas à le lire. C'est un très bon bouquin, extrêmement bien construit. Vraiment, c'est ça qui m'a impressionné. On sent vraiment qu'il y a eu une énorme réflexion derrière ça. On sent qu'il y a eu du vécu. Enfin, on sent vraiment que là, c'est... ouais. On sent que là, il y a vraiment quelque chose derrière, quoi. C'est tellement... c'est vraiment prenant. C'est assez impressionnant. Donc voilà, les prochains livres sur la série des livres sur le bonheur, ça sera L'Art du bonheur du Dalai Lama, que j'ai déjà lu d'ailleurs, il est sur mon étagère là derrière. Là. Qui est mon livre préféré au monde pour l'instant, depuis que j'ai commencé à lire beaucoup de bouquins, donc je vous ferai cette... résumé la prochaine fois. Il y aura aussi La sobriété heureuse de Pierre Rabhi ou Le pouvoir du moment présent, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Salut!